Les gens de l'âge de pierre étaient quand les hommes des cavernes qui grognaient, armés de lances. Vrai ou faux? Absolument faux. Ils vivaient ensemble et formaient une véritable culture, d'après ce que nous avons découvert. En Turquie, des scientifiques ont découvert un mystère vieux de 12 000 ans et il est en train de bouleverser notre histoire. Il s'agit d'un calendrier cosmique très complexe, constitué de temples de pierre géants qui seraient, selon certains, une espèce d'avertissement des étoiles. Je veux parler de Göbekli Tepe. Ce site préhistorique est antérieur à Stonehenge, le très célèbre cercle de pierre, de 6 000 ans. Et il bouleverse notre compréhension de l'émergence et de la prospérité des civilisations de l'âge de pierre. Voici comment cette découverte pourrait modifier notre histoire collective. Vers 10 850 avant notre ère, une énorme comète, ou plutôt un groupe de fragments de comètes, s'est écrasé sur Terre. Le ciel s'est assombri, la température a chuté, les gros animaux ont disparu, et cela a déclenché une mini-période glaciaire qui a duré plus de 1200 ans. Ce qui est maintenant un site portant le nom de Göbekli Tepe était autrefois le foyer d'un groupe d'humains ayant survécu à cet événement catastrophique. Après le désastre, ils ont commencé à prêter une très grande attention au ciel au-dessus d'eux. Dans le but de mieux contrôler le temps, ils ont suivi les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes et des comètes. Cela les a ensuite conduits à construire un énorme calendrier lunisolaire, le premier au monde. En faisant le tour de ce monument classique de l'âge de pierre, vous verriez que tous ces piliers ne sont pas lisses. Certains d'entre eux ont des gravures, comme celui-ci, le principal, qui porte un tas de V dessus. Il y a 365 V, et les scientifiques pensent qu'ils représentent les jours de l'année solaire. L'un d'eux, un V suspendu au cou d'un oiseau, est censé marquer une éclipse solaire. D'autres piliers présentent des animaux dangereux, des renards, des lions, des scorpions, des vautours, qui se tordent et rampent sur les côtés. Contrairement aux sculptures typiques de l'âge de pierre, celles-ci ne représentent pas des animaux comestibles, comme des cerfs ou des moutons. Selon une théorie, ces dessins étaient symboliques. Certains archéologues pensent qu'ils reflètent les peurs et le chaos qui pesaient sur l'esprit des habitants. Une sorte de tentative pour donner collectivement un sens à un monde terrifiant et imprévisible. L'archéologue Daniel Storder a mis en évidence les vautours, affirmant qu'ils représentent les personnes décédées. Dans certaines cultures anciennes, on croyait que les vautours transportaient les âmes des défunts vers l'au-delà. Elle a relevé des symboles similaires sur d'autres sites anciens de la région. Pour comprendre de quelle manière tout cela est significatif, nous devons plonger plus profondément dans notre enquête sur la fonction réelle de ce site. Göbekli Tepe a été découvert en 1994 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt, lorsqu'il a réalisé que cette colline du sud-est de la Turquie n'était pas un simple tumulus néolithique parmi d'autres. Juste au-dessous, son équipe a découvert d'énormes cercles de pierre, soutenus par des piliers pesant jusqu'à 20 tonnes. La datation par radiocarbone fait remonter la construction de ce site à environ 12 000 ans, ce qui en fait la plus ancienne structure cérémonielle jamais découverte. Pensez-y, elle précède les pyramides égyptiennes de plus de 7 000 ans. Cette découverte a fasciné le monde archéologique. À la fin de l'ère glaciaire, les humains étaient censés être des nomades, se nourrissant de plantes et d'animaux sauvages. Ils n'étaient pas censés construire des complexes sacrés, ni développer un art symbolique, et encore moins donner naissance à ce que nous appelons une civilisation. Nous pensons généralement que la civilisation commence avec l'agriculture, puis avec les villages, et ensuite les récoltes. Mais ce site suggère quelque chose de plus surprenant. Les premiers humains se seraient réunis non pas pour cultiver, mais pour vénérer. Schmidt n'a trouvé aucun signe de maison, de foyer, de colonie permanente. Il n'a trouvé que des objets rituels utilisés lors de cérémonies. Cela a conduit les chercheurs à se dire que la pratique spirituelle et communautaire a précédé l'agriculture. Pour construire quelque chose d'aussi grand, il fallait que des centaines de personnes travaillent de concert. Et pour cela, il fallait de la nourriture, une organisation, une structure sociale. En d'autres termes, d'abord, il y a eu le temple, ensuite le village, puis la ferme. Mais Göbekli Tepe ne suscite pas seulement ces débats par son ancienneté. La vraie raison, c'est qu'il est trop en avance sur son époque. Et c'est là que commencent à émerger les théories les plus controversées. Certains chercheurs pensent que les bâtisseurs de Göbekli Tepe n'étaient pas simplement des chasseurs-cueilleurs primitifs qui expérimentaient avec des outils en pierre. Il se peut qu'ils aient été les héritiers d'un savoir ancien, vestige d'une civilisation ayant prospéré avant la fin de la dernière période glaciaire.
Cette idée est liée à l'hypothèse de l'impact cosmique du Dryas récent, une théorie selon laquelle une comète aurait frappé la Terre il y a environ 10 850 ans, provoquant un changement climatique soudain et catastrophique. Selon ce point de vue, les survivants de cet événement auraient retransmis leurs connaissances à travers le symbolisme, l'architecture et la tradition orale. Et Göbekli Tepe pourrait être l'une des premières tentatives pour préserver cette mémoire. Si cela est vrai, alors les gravures sur le site, en particulier les symboles d'animaux sur les piliers, ne sont pas seulement décoratifs. Il pourrait s'agir d'un code astronomique, une manière de suivre les constellations et les événements célestes. Mais un pilier pourrait détenir le plus grand secret de tous. On l'appelle la pierre du vautour. Et il fascine les archéologues. Vous y trouverez une étrange combinaison de figures. Un homme sans tête, des oiseaux et un scorpion. Pour un œil non averti, cela pourrait sembler manquer de sens. Mais certains chercheurs croient, dis-moi, que ce sont des représentations anciennes de constellations, comme celle du scorpion, et que l'homme sans tête symbolise un événement d'extinction massive. Certains soutiennent même qu'il s'agit du plus ancien témoignage connu de l'impact d'une comète, celui qui a déclenché le Dryas récent. Et si vous vous demandez de quelle ancienne civilisation perdue il s'agit, sachez qu'elle porte le nom d'Atlantide, ou de manière plus neutre, civilisation X. Des théoriciens comme Graham Hancock suggèrent que cette culture avancée, détruite dans le chaos de l'impact de la comète, a transmis des fragments de ses connaissances aux survivants dispersés à travers le monde. Dans ce cas, Göbekli Tepe ne fut pas le début de la civilisation, mais son redémarrage. Mais revenons à nos pierres. Le pilier 43 a l'air d'un calendrier céleste au premier abord. Mais lorsque les astronomes ont recréé les configurations célestes encodées dans ces sculptures, ils ont découvert un instantané précis du ciel remontant à plus de 13 000 ans. Il semble montrer une pluie de météores, une inondation, et la fin tragique de l'humanité, l'homme sans tête. Le serpent qui s'élève du sol pourrait même symboliser des vagues de marée ou une destruction venant des profondeurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le pilier 56 semble représenter le même désastre, la terreur du ciel. Vous voyez des animaux qui fuient, des vagues, du feu tombant du ciel. Un tableau tout à fait saisissant d'une pluie de météores. Mais ce n'est pas tout. Alors que les piliers 43 et 56 semblent représenter les souvenirs d'une catastrophe passée, le pilier 18 pourrait, lui, être une prédiction. Cette pierre se concentre sur la constellation du Verseau. Si cela vous semble familier, c'est peut-être à cause de l'expression « l'ère du Verseau », qui est l'ère dans laquelle nous vivons actuellement. Certains passionnés vont jusqu'à penser qu'il s'agit d'un avertissement pour nous. Il indiquerait qu'une pluie de météorites similaires viendra frapper la Terre. Et donc vous, moi, nous tous. Voilà qui donne la chair de poule. Et c'est donc le genre de mystère qui rend Göbekli Tepe si captivant. Aujourd'hui, les archéologues savent que ce site faisait partie d'un complexe sacré bien plus vaste qui porte le nom de Taş Tepeler. Un réseau de sites anciens éparpillés à travers la région, chacun avec ses propres secrets et structures, mais reliés entre eux par des motifs communs. En 2019, des fouilles ont commencé sur un site jumeau situé à seulement 64 km de Göbekli Tepe, et connu sous le nom de Karahan Tepe. Et voici la surprise. Certains chercheurs croient que Karahan Tepe pourrait être encore plus ancien. Contrairement à Göbekli Tepe, qui semble avoir été principalement cérémoniel, Karahan Tepe présente des signes de structures domestiques tels que des murs, des outils, et peut-être même des habitations. Et cela change tout. Car que ces sites aient été l'œuvre de chasseurs-cueilleurs hautement sophistiqués ou de survivants portant les fragments d'une civilisation perdue d'avant l'âge de glace, une chose est claire, nos ancêtres ne faisaient pas que survivre. Ils planifiaient, réfléchissaient et prédisaient. Ils étaient bien plus capables, curieux et connectés à l'univers que nous ne le pensions jusqu'à maintenant. Vous creusez dans la célèbre nécropole de Saqqara en Égypte, qui fut un cimetière pour pharaons hyper prestigieux, quand soudain, vous découvrez une immense porte rose derrière laquelle se trouve quelque chose dont personne ne connaissait même l'existence. Derrière cette énorme porte en pierre, qui n'était pas censée être ouverte, soit dit en passant, vous venez de tomber sur une tombe oubliée de la royauté égyptienne. Bien, chers amateurs d'histoire, il va falloir vous accrocher, car des archéologues viennent de réaliser quelque chose tout droit sorti d'un film d'Indiana Jones.
Voyageons donc jusqu'à Saqqara, l'un des sites les plus mystérieux et riches en trésors de l'Égypte ancienne. La vedette du spectacle, un prince dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, le prince Ouserefre, fils du roi Ouserkaf. Personne de bien important, hein? Juste le fondateur de la 5e dynastie d'Égypte. Rien de bien sérieux. Mais la manière dont sa tombe a été découverte... Tout a commencé avec cette porte massive, faite de granit rose, rien de moins. Mais il ne s'agit pas simplement d'une dalle de pierre ordinaire, elle mesure environ 4 mètres de haut et plus d'1 mètre de large. Une girafe pourrait facilement la franchir sans se cogner la tête. Cette porte est également plus lourde que le SUV de votre voisin. Mais il y a un rebondissement, ce n'était pas une vraie porte. C'était une fausse porte. Un symbole destiné à permettre à l'esprit du défunt de passer du monde des vivants à l'au-delà. C'est là que notre histoire devrait prendre fin. Après tout, les fausses portes sont courantes dans les tombes. Mais celle-ci était vraiment spéciale. Vous voyez, les fausses portes étaient généralement fabriquées en calcaire, une roche assez commune et répandue un peu partout en Égypte. Pour en construire une en granit rouge ou rose, il fallait transporter ces roches depuis une carrière située à 650 km de là. Et vous vous doutez bien que le voyage n'était pas bon marché. Selon les égyptologues, c'est la première fois qu'une fausse porte de cette taille et de ce matériau est découverte en Égypte, ce qui en fait une pièce d'architecture totalement unique. Outre son coût extrêmement élevé, elle cachait également une surprise. Lorsque les chercheurs ont approfondi leurs investigations, ils ont réalisé que cette fausse porte dissimulait en réalité une véritable entrée. Et où conduisait-elle? À une tombe cachée remplie de statues, de reliques et de secrets vieux de plus de 4000 ans. La tombe appartenait au prince Ouserefre, mais vous pouvez aussi l'appeler Oussar Efra ou Wazer Efra. Bien qu'il ait été complètement effacé de l'histoire, ce gars n'était pas un noble quelconque. Les hiéroglyphes sur la porte en granit rose le désignent comme prince héréditaire, gouverneur de Bouto et de Nekeb, scribe royal, vizir, juge et prêtre lecteur. Ouf, un peu comme la version égyptienne de Daenerys Targaryen. Ces inscriptions non seulement identifient ses rôles politiques et religieux, mais suggèrent également qu'il détenait un pouvoir significatif, en Basse et en Haute-Égypte, ces deux régions reliées directement par ses titres. Un titre en particulier, prêtre de Sokar, le lie à la divinité de la nécropole. C'est la tête de faucon. Ce dieu était à la fois le patron des vivants et le dieu des morts. Je suppose donc que ce prince oublié était plutôt important. Sa tombe, après tout, fut placée dans un endroit super chic à Saqqara. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est que le prince Ouserefre n'apparaît pas dans les listes officielles, ni dans les arbres généalogiques royaux, ce qui nous amène à nous demander s'il est décédé avant de pouvoir accéder au trône, ou si son héritage a été délibérément effacé lors d'un des innombrables drames politiques qui secouaient régulièrement l'Égypte ancienne. Certains érudits croient aujourd'hui que sa disparition serait liée à des luttes de pouvoir religieuses ou politiques datant du début de la 5e dynastie, à l'époque où son père Ouserkaf travaillait à remanier la religion du pays. Et en parlant de son père, le roi Ouserkaf fut un véritable pionnier. Il ne fut pas seulement le fondateur de la veuille dynastie, il a aussi provoqué une véritable révolution religieuse, en élevant le dieu soleil Ra au-dessus de divinités plus anciennes. En effet, Ouserkaf a construit le tout premier temple solaire à Abousir, suscitant une réelle obsession dynastique pour ce culte. Après la fin du bref mais révolutionnaire règne d'Ouserkaf, d'autres pharaons sont entrés en scène. Saouré, Néferirkare, Niuserre-Ini. En gros, le boys band de la 5e dynastie. Et ces gars-là étaient focalisés sur deux choses, construire des pyramides et faire de l'argent. Ils ne se contentèrent pas d'empiler des pierres. Ils étendirent l'influence de l'Égypte, ouvraient des routes commerciales vers des terres lointaines, et pavaient leurs temples d'or et de splendeur à n'en plus finir. Dans les tombes, c'était encore plus cool. Il y avait une magnifique table d'offrandes en granit rouge, couverte d'inscriptions décrivant les aliments rituels, une sorte de menu éternel pour l'au-delà, car ils croyaient que les défunts pouvaient, comme par magie, se restaurer de ces aliments. Mais en fait, c'étaient les prêtres funéraires et leurs familles qui mangeaient tous ces mets. On a également découvert des fragments de poterie, des amulettes et des murs peints. Mais les véritables vedettes, là-dedans, c'étaient les statues. Et là, les choses deviennent assez étranges, mais dans le bon sens. Les chercheurs ont découvert des statues du roi Djeser, celui qui a construit la première pyramide d'Égypte, de sa femme et de leurs 10 filles.
à l'intérieur de la tombe du prince Ouzrefrey. Mais Djeser a vécu plusieurs siècles avant Ouzerkaf. Alors que faisaient-ils ces statues ici? Eh bien les scientifiques n'en savent rien. Ces statues furent construites pendant le règne du roi Djeser lui-même, et appartenaient probablement à cette première pyramide jamais construite. Les experts pensent qu'elles furent déplacées pendant la 26e dynastie, des milliers d'années après Djeser, peut-être pour les protéger de la destruction, ou peut-être parce qu'elles étaient encore vénérées. En gros, les anciens Égyptiens étaient des accumulateurs, mais d'une manière élégante. Les scientifiques savent également de façon certaine que certaines gravures et statues retrouvées dans cette tombe ne furent réalisées que bien plus tard, ce qui signifie que le site fut probablement transformé en une espèce d'entrepôt pour objets de luxe, ou peut-être s'agit-il simplement d'une forme de décoration intérieure très ancienne. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas tout. Il y avait une autre entrée en granit rose du côté est du tombeau, avec des inscriptions liées au roi Néferir-Karé, un autre pharaon de la 5e dynastie qui a également essayé de construire sa propre pyramide, mais a échoué. Et près de cette deuxième entrée, les archéologues ont découvert quelque chose de jamais vu auparavant à Saqqara. Un ensemble de 13 statues en granit rose, toutes assises en rang sur un banc à dossier, comme si elles étaient dans la salle d'attente du fisc de l'au-delà. Certaines avaient la tête surélevée et représentaient probablement les épouses du prince, tandis que d'autres n'avaient plus de tête du tout. Une statue en granit noir fut trouvée à l'envers. Peut-être est-elle tombée à un moment ou à un autre au cours de tous ces longs siècles silencieux. Selon les archéologues, la position et la forme des têtes suggèrent que ces statues suivaient une hiérarchie sociale stricte, avec les figures centrales représentant probablement des individus de statut plus élevé. Les statues sans tête pourraient indiquer un travail inachevé ou des actes de vandalisme. Et à propos de statues en granit noir, on en a trouvé une autre à l'intérieur de la tombe. En se basant sur sa forme et ses inscriptions, il semble qu'elle ait été placée là au cours de la 26e dynastie, à l'époque où furent déplacées ces autres statues, celles de Djeser. Cela suggère que la tombe n'était pas abandonnée. Elle a été réutilisée, adaptée, et peut-être même vénérée par les générations suivantes. D'ailleurs, le granit noir fut associé à Osiris, le dieu des enfers, pendant la période tardive. Ce qui signifie que la présence de cette statue est un indice que la tombe est devenue un espace rituel bien après la mort du prince. Tout cela, des portes en granit géantes, des statues surprenantes, des tombeaux réutilisés, constitue une découverte absolument passionnante. Le prince Ouzrefrey n'est peut-être pas encore un nom connu, mais son tombeau est désormais l'un des plus fascinants jamais découverts à Saqqara. Il témoigne non seulement de ce qu'était l'ancien empire, mais aussi du fait que les anciens Égyptiens restaient en contact avec leur passé, même des milliers d'années plus tard. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi cacher un tombeau derrière une porte factice? Pourquoi le remplir de statues de différentes époques? Et qui était exactement le prince Ouzrefrey? C'est le genre de mystère qui pousse les archéologues à creuser et qui nous fascine. En fin de compte, cette découverte ne concerne pas seulement un tombeau, elle concerne tout ce qui repose encore sous les sables d'Égypte. Au fur et à mesure que nous faisons de nouvelles découvertes, nous réalisons que l'histoire ancienne ne disparaît jamais, elle sommeille simplement, derrière d'immenses portes de granit rose. C'est une parfaite journée d'été. Vous vous détendez sur la plage, trempant vos orteils dans l'eau fraîche, quand soudain, bim! Un cauchemar aquatique de 17 mètres jaillit des vagues. Sa taille correspond à celle de 2 bus à impérial londoniens, et la chose arbore une 60aine de dents acérées comme des rasoirs, avec des mâchoires supplémentaires qui lui sortent du palais. Car pourquoi pas, hein? Cette bête océanique n'a pas l'habitude de faire la fine bouche. Requins, tortues, autres monstres marins? Oui, tout ça est au menu. Il s'agit du genre Mosasaurus, un groupe de reptiles marins qui dominaient les océans il y a des millions d'années. Si vous avez vu Jurassic World, vous vous souviendrez certainement de ce moment effrayant où une créature énorme saute hors de l'eau pour attraper un grand requin blanc comme s'il s'agissait d'un sushi. C'est un mosasaure, et il est absolument terrifiant. Récemment, des scientifiques sont tombés par hasard sur le fossile de l'un de ces monstres marins. Où ça? Dans l'état du Mississippi? Oui, le Mississippi, terre des magnolias et des poissons-chats. Il s'avère que c'était aussi le foyer de ces antiques dragons marins. Cette découverte est ce qu'on appelle un coup de chance. Une équipe de géologues cartographiait les terres du centre-est du Mississippi lorsqu'ils ont remarqué quelque chose d'étrange qui dépassait du sol. Ce n'était ni une roche ni un coquillage, c'était une vertèbre.
est énorme. En fait, elle était si grande qu'elle tenait à peine dans la main du scientifique qui l'a trouvée. Ce fossile appartenait probablement à la plus grande espèce de mosasaure connue, le Mosasaurus hoffmanni. À ce jour, le plus grand mosasaure jamais découvert mesurait 17 incroyables mètres de longueur. Ce nouveau spécimen atteignait au moins les 9 mètres. Et bien qu'il ne batte peut-être pas le record du monde, il décroche assurément la couronne du plus grand mosasaure jamais découvert dans le Mississippi. Un détail amusant, il est plus grand qu'un camping-car, mais sa consommation de carburant est nettement moins économique. Pour être précis, le Mississippi Museum of Natural Science avait déjà quelques fossiles de mosasaures dans sa collection. Mais ce nouveau venu pourrait bien leur voler la vedette. Et ce n'est pas un incident isolé. En 2015, des paléontologues ont déterré le crâne d'un mosasaure de 7 mètres de long dans le Dakota du Nord. Des années plus tard, un chasseur de fossiles privé, oui, ça existe, a trouvé un mosasaure tout aussi énorme au Texas. Enfin, une mâchoire de mosasaure. Ces monstres marins, qu'on appelle dragons des mers par ailleurs, ont une histoire paléontologique tout à fait surprenante. Le tout premier crâne a été découvert en 1764 dans une carrière de craie aux Pays-Bas. Et à l'époque, les scientifiques pensaient qu'il s'agissait d'une baleine. Puis vint un deuxième crâne qui était si impressionnant que les révolutionnaires français sont allés le dérober lors d'un siège en 1794. La légende raconte qu'ils l'ont échangé contre 600 bouteilles de vin. Un échange équitable, selon vous? Ce fossile a en fait contribué à l'émergence du concept d'extinction et a passionné les paléontologues pendant plusieurs siècles. À partir de ce moment, les fossiles de mosasaures se sont mis à apparaître partout dans le monde, comme les vestiges d'antiques célébrités. D'un trou perdu dans le Mississippi jusqu'au désert marocain, du New Jersey à la Belgique, les scientifiques ont découvert un peu de tout, des dents, des crânes entiers, etc. Tellement qu'ils ont fini par en oublier, des siècles durant, quantité dans les tiroirs de leur musée. Alors, qu'étaient exactement ces terrifiants titans des profondeurs? Eh bien, disons simplement que si les anciens océans décernaient un prix à la créature la plus susceptible de manger tout ce qui lui passe sous le museau, le mosasaure l'emporterait haut la main. Imaginez une torpille géante et recouverte d'écailles, avec une bouche sertie d'une 60aine de dents acérées comme des rasoirs, dont certaines sur son palais comme un surplus pathologique. Pour la propulsion, il disposait d'une longue queue musclée, et ses 4 membres en forme de pagaie lui servaient de rame, afin de traverser avec une puissance inégalée les mers chaudes et peu profondes, à la manière d'un hors-bord reptilien. Les scientifiques pensent que c'était un proche parent des varans et des serpents modernes, ce qui, honnêtement, rend ces animaux encore plus terrifiants. Il semble que certains mosasaures étaient même capables de percevoir les vibrations dans l'eau et de détecter ainsi le moindre mouvement à distance, un peu comme les requins utilisent pour l'électrolocalisation dans nos océans modernes. Leurs yeux étaient également bien développés, ce qui leur permettait de tout bien voir dans les profondeurs océaniques les plus obscures, un avantage clé quand on chasse une proie rapide et furtive. Mais ce qui fait vraiment des mosasaures des créatures de cauchemar préhistoriques, c'est leur comportement. C'étaient des super prédateurs, et ils le savaient. Ces monstres marins n'étaient un pas difficile en matière de nourriture. Poissons, tortues, oiseaux, requins, autres mosasaures. En gros, tout ce qui bougeait pouvait être au menu. Le contenu fossilisé de leur estomac prouve qu'ils pratiquaient le dîner en famille de la manière la plus spectaculaire qui soit. S'ils vivaient encore aujourd'hui, votre journée à la plage serait beaucoup plus excitante, et probablement plus courte. Ces gars-là étaient super intenses. Ils régnaient en maîtres sur le monde. On peut dire que les mosasaures étaient les rois incontestés des océans du Crétacé supérieur. Et comme les orques ou les grands requins blancs d'aujourd'hui, ils utilisaient probablement des techniques d'embuscade, s'approchant discrètement de leur proie avant d'attaquer avec une force explosive. Les marques de morsures trouvées sur les os fossilisés de tortues et même d'autres mosasaures suggèrent des batailles sous-marines dignes des films les plus spectaculaires. Mais comment se fait-il qu'on les retrouve aujourd'hui dans le Mississippi, de tous les endroits possibles? Eh bien, remontez le temps d'environ 80 millions d'années, et vous découvrirez qu'une partie de l'Amérique du Nord était plongée sous l'eau. Une vaste mer peu profonde, connue sous le nom de voie maritime intérieure de l'Ouest, divisait le continent en deux, s'étendant du golfe du Mexique jusqu'à l'océan Arctique. Il faisait chaud, la vie y foisonnait. Et oui, le monde grouillait de monstres marins. Cette voie maritime préhistorique était un véritable pays des merveilles aquatiques.
Imaginez des plésiosaures au long cou glissant dans l'eau, des oiseaux pourvus de dents plongeant pour attraper des poissons et des huîtres de la taille de pneus de voiture accrochées à des structures récifales. Même le grand et étrange Xiphactinus habitait dans la région. Cette ancienne mer intérieure s'étendait sur plus de 965 km de large à certains endroits, mais elle ne faisait que quelques dizaines de mètres de profondeur, ce qui en faisait un territoire idéal pour des prédateurs comme le mosasaure. Cette faible profondeur signifiait également que les proies avaient assez peu d'endroits où se cacher. La zone était donc, pour le mosasaure, un véritable buffet préhistorique. Mais la voie maritime intérieure de l'Ouest n'allait pas rester là éternellement. À mesure que les montagnes rocheuses s'élevaient, les eaux disparaissaient lentement. Au cours de millions d'années, la voie est passée de l'état d'océan peu profond à celui de marécage. Ensuite, les terres ont séché. Aujourd'hui, ce qui était autrefois recouvert d'eau salée est ce qu'on appelle le Midwest, avec ses champs de maïs, ses vaches, et de temps à autre, une vertèbre de mosasaure qui jaillit du sol. Et le mosasaure n'était pas là pour rester éternellement non plus. Hélas, même ces monstres ne purent échapper à l'extinction. Ces énormes créatures aquatiques disparurent dans leur fond marin il y a environ 66 millions d'années, lorsque la Terre reçut une visite inattendue, celle d'un astéroïde de 16 km de large. Lorsque ce gros caillou spatial s'est écrasé sur ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan, au Mexique, il a provoqué une destruction d'échelle planétaire. Son impact a soulevé de gigantesques tsunamis, incendié des forêts entières et projeté tellement de débris dans l'atmosphère que la lumière du soleil a été bloquée pendant des mois, voire des années. Ce hiver d'impact a fait plonger les températures de la Terre. Avec la disparition de la lumière du soleil, la photosynthèse des plantes n'était plus possible, et la chaîne alimentaire s'est effondrée comme un château de cartes. Sur Terre, les herbivores mourraient de faim, et leurs prédateurs, comme le tyrannosaure, les ont suivis dans la tombe. Environ 75% de toutes les espèces terrestres ont disparu, et l'océan était loin d'être un refuge. Les mers ont été touchées tout aussi durement, plus durement même. D'abord, il y a eu le méga-tsunami qui a dévasté la vie marine le long des côtes. Ensuite, la véritable catastrophe est arrivée. Vous voyez, sans lumière du soleil, le phytoplancton, ces plantes microscopiques qui se trouvent à la base du réseau alimentaire marin, a péri. Alors, a également disparu le zooplancton, les petits poissons et les organismes filtreurs. Et quand il n'y a plus rien eu à manger, les grands prédateurs, comme le mosasaure, ont eu la dalle. Pas de nourriture, pas d'avenir. Avec des températures en chute libre et l'acidification des océans, même le plus grand prédateur de l'océan ne pouvait pas survivre. Les mosasaures, tout comme les plésiosaures et les ammonites, ont été anéantis en un clin d'œil géologique. C'est ainsi que prit fin le règne des monstres marins. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aujourd'hui nager en toute tranquillité en sachant qu'aucun dragon ne va venir vous croquer les jambes. Je veux dire, il est bien dommage qu'ils aient disparu, mais soyons honnêtes, les journées à la plage sont bien plus relaxantes sans ces lézards de 17 mètres pour nous gâcher le plaisir. Eridu, une mégapole antérieure à la première civilisation connue, et plus ancienne que les pyramides de Gizeh, gisait enfouie dans les sables du désert mésopotamien depuis plus de 2000 ans. Une découverte scientifique récente bouleverse désormais nos connaissances sur cette cité antique. Les chercheurs ont mis au jour plus de 4000 canaux autour d'Eridu, qui alimentaient en eau plus de 700 fermes exploitées entre le 6e et le début du 1er millénaire avant notre ère. Eridu fut fondée vers 5400 avant Jésus-Christ et fut la ville des premiers rois, ainsi que la première cité historique selon la liste royale sumérienne, ce texte ancien gravé sur une tablette d'argile. Les anciens Sumériens croyaient que cette ville avait été créée par les dieux lorsqu'ils décidèrent de s'établir sur Terre. Eridu occupe une place si importante dans les mythes et légendes sumériens qu'on finit par la considérer, à un certain moment, comme un lieu purement mythique. Le mythe le plus célèbre raconte que les cieux furent courroucés par le tumulte des humains et qu'ils envoyèrent un grand déluge pour les anéantir. Une étude récente a révélé que l'Euphrate constituait la source d'eau de l'ensemble de la cité. Les chercheurs ont cartographié les vestiges du paysage ancien et identifié un réseau sophistiqué de canaux d'irrigation artificielle. Ils ont découvert 200 canaux principaux captant l'eau de l'Euphrate, lesquels alimentaient à leur tour 4000 canaux secondaires. L'équipe a mobilisé images satellitaires, vues par drone, analyse des sols, anciens registres et technologies de télédétection pour en dresser la cartographie complète. Les 700 fermes bénéficiaires présentaient des superficies variées, allant de 460 à plus de 18 000 m². Les canaux principaux mesuraient de près de 1000 mètres de long,
certains s'étendant sur plus de 8 km, tandis que les plus petits pouvaient ne atteindre que 10 mètres. En Mésopotamie, les rivières constituaient la principale source d'eau pour l'agriculture, obligeant les cultivateurs à maîtriser l'art d'acheminer l'eau depuis le fleuve jusqu'à leurs champs. Tout débuta par des techniques rudimentaires, telles que le creusement de petites rigoles, mais au fil des générations, ils apprirent à édifier d'immenses canaux, atteignant parfois 100 km de long. L'Euphrate lui-même facilitait leur tâche. L'eau descendait naturellement le long de ces berges surélevées, et les brèches naturelles la laissaient s'épancher sur les terres voisines. Les chercheurs ignorent à quelle époque chaque canal fut utilisé, et il paraît improbable que les 4200 canaux aient fonctionné simultanément durant cette vaste période. Eridu fut jadis un centre religieux et commercial d'une grande importance, grâce à sa position stratégique sur le golfe Persique. Son économie reposait essentiellement sur la pêche, rendue possible par les eaux de l'Euphrate. Les chercheurs y ont découvert des filets et des poids de pêche, ainsi que des ballots entiers de poissons séchés. On y a également trouvé des modèles de bateaux en roseau, première preuve matérielle connue de navires construits par l'homme. La cité prospéra jusqu'à son abandon, vers 600 avant notre ère, pour une raison que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer. Les habitants, tout comme les pèlerins et marchands de passage, avaient épuisé les ressources locales et durent laisser la terre se régénérer à plusieurs reprises avant de partir définitivement. Cela coïncida avec le moment où l'Euphrate changea de cours, privant la ville de sa source vitale d'eau. Bien des siècles plus tard, en 1854, un fonctionnaire britannique nommé John George Taylor fut envoyé en mission dans la région afin d'examiner un site isolé, Tel Abu Shahrain, constitué d'un ensemble de monticules appelés Tels, vestiges d'anciens peuplements humains. D'abord, Taylor demeura peu impressionné. Il espérait tomber sur des trouvailles majeures, telles que des statues, des inscriptions ou les ruines de temples et de palais. Faute de temps, il ne découvrit que des murs, des drains, des plateformes de pierre et des fragments de colonnes en calcaire ornés de minuscules cônes en mosaïque. Il ignorait alors que ces monticules apparemment sans intérêt abritaient l'une des plus anciennes cités terrestres, Eridu. L'intérêt du British Museum fut immédiat, mais les premières fouilles de grande ampleur ne débutèrent qu'en 1946. Les autorités irakiennes s'y impliquèrent activement, espérant éclairer les origines les plus anciennes de l'histoire mésopotamienne. Les archéologues se concentrèrent alors sur le monticule 1, un vaste tel atteignant la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Ils mirent rapidement au jour une portion d'une pyramide à degrés inachevés, une ziggourate datant de la fin du 3e millénaire avant notre ère. En approfondissant les fouilles, ils révélèrent des strates de vie humaine remontant de plus en plus loin dans le passé. Certaines couches appartenaient à la période d'Uruk, d'autres à une époque encore antérieure aux Sumériens, appelée protohistoire. Dans ces niveaux inférieurs, ils découvrirent plusieurs reconstructions successives du temple d'Anki, la divinité tutélaire de la cité. Ce sanctuaire fut rebâti maintes fois durant plus de 2 millénaires. Chaque effondrement donnait lieu à une nouvelle construction, plus vaste et plus majestueuse que la précédente. À partir du milieu du 4e millénaire avant notre ère, les temples d'Eridu prirent une ampleur monumentale, dépassant en sophistication toutes les réalisations humaines antérieures. Parallèlement, la société se complexifia, marquée par l'apparition de classes sociales distinctes. Finalement, les habitants cessèrent de reconstruire le temple et érigèrent, vers 2100 avant notre ère, une pyramide à degrés sur les ruines. Bien qu'Eridu eût décliné, elle conserva sans doute un rôle majeur en tant que site sacré. Les fouilles ont révélé de la poterie datant des seconds et premiers siècles avant Jésus-Christ, sans trace d'habitations alentours. Les Sumériens furent, sans conteste, un peuple d'une ingéniosité remarquable. Vers 1500 avant notre ère, ils inventèrent la charrue semoir, un instrument permettant de labourer et d'ensemencer simultanément, tiré par des bêtes de somme telles que les bœufs. Cet outil était même accompagné d'instructions précises. L'almanach du fermier sumérien prodiguait des conseils sur l'art d'accroître les récoltes grâce à un labour et une irrigation bien maîtrisée. Ces méthodes agricoles ingénieuses permirent de nourrir davantage de personnes, favorisant la croissance des cités, l'émergence d'un pouvoir organisé et un approfondissement de la vie religieuse. À mesure que leur ville prospérait, les Sumériens développèrent aussi leur savoir en écriture, en mathématiques et en spiritualité. Il y a 5000 ans, ils avaient déjà mis au point le cunéiforme, l'un des tout premiers systèmes d'écriture de l'humanité.
Une autre découverte récente, issue de la même région du monde, démontre que la bureaucratie existait déjà il y a 4 millénaires. Les archéologues ont exhumé d'anciennes tablettes administratives dans une autre cité sumérienne, Girsu. Ces tablettes d'argile constituent la plus ancienne preuve tangible connue du tout premier empire au monde, l'empire d'Akkad. Elles furent retrouvées dans un bâtiment d'archives d'État en briques crues, divisé en plusieurs salles qui servaient vraisemblablement de bureaux. Avant cette découverte, le fonctionnement interne de cet empire, le premier répertorié dans l'histoire, rappelons-le, demeurait obscur. Mais, grâce aux fouilles menées à Girsu, les chercheurs disposent désormais de preuves claires et irréfutables de l'existence d'un système administratif élaboré. Ces documents consignaient tout, livraison, dépenses et inventaire, des poissons et moutons jusqu'aux grains, tissus et pierres précieuses. Ils comportent également des registres de population mentionnant les noms, âges et métiers des hommes, des femmes et des enfants. Une forme primitive de recensement. Ces données ont révélé que les femmes occupaient une place essentielle dans la société akkadienne. Certaines femmes occupèrent des positions d'influence, telles que celles de grandes prêtresses. Les tablettes révèlent aussi une large variété de métiers. Des artisans qualifiés comme les tailleurs de pierre aux travailleurs plus modestes, tels que les balayeurs des temples. Certaines contiennent même des plans de bâtiments, des schémas de champs et des cartes de canaux, preuve que l'Empire disposait d'une organisation et d'une planification très structurée. La cité finit toutefois par se révolter et conquérir son indépendance, mettant fin à 150 ans de domination akkadienne. Aujourd'hui, les chercheurs nettoient et traduisent ces tablettes pour en saisir tout le sens. Ces nouvelles découvertes remplacent les théories anciennes et offrent une vision plus exacte du pouvoir et du système administratif de l'Empire d'Akkad. Eh bien, vous voilà, en pleine randonnée d'une semaine à travers l'Himalaya. Vous êtes épuisé. Le froid vous transperce jusqu'aux os. Et soudainement, vous tombez sur un squelette humain près d'un lac. Vous regardez autour. Et il y a des dizaines, voire même des centaines d'eaux dispersées sur le sol. Devine quoi? Cela s'est réellement produit en 1942 avec un agent forestier indien. Depuis cette découverte saisissante, les chercheurs essaient de comprendre comment autant de personnes ont perdu la vie dans un endroit aussi reculé et isolé. Alors, que s'est-il passé là-haut? Nous parlons de Rupkund, un lac situé à plus de 5020 mètres d'altitude dans l'Himalaya. Mais il n'est pas seulement connu sous ce nom. Les gens l'appellent aussi le lac mystère, ou de façon encore plus étrange, le lac des squelettes. Cet endroit est isolé, vraiment isolé. Ce n'est pas seulement parce qu'il est incroyablement haut perché, mais aussi parce qu'il est entouré de montagnes couvertes de neige. Si vous prévoyez d'y aller, assurez-vous d'avoir de bonnes chaussures de randonnée. C'est une randonnée d'une semaine couvrant plus de 50 km de terrain difficile et escarpé. En chemin, vous traverserez toutes sortes de paysages exigeants. Des forêts de chênes couvertes de mousse, des champs brumeux à l'atmosphère étrange, et tout en haut, la neige. Le point culminant de la randonnée est une crête en forme de couteau appelée Junargali. Juste en dessous de cette crête se trouve Rupkund. Plus vous vous rapprochez du lac, plus l'atmosphère semble sombre. Et sur le sol, vous pouvez trouver des squelettes humains éparpillés, appartenant à plus de 300 personnes. Avec eux, il y avait des objets comme des artefacts en bois, des chaussons en cuir et des bagues. Donc, quelque chose de vraiment macabre s'est passé là-bas. Mais quoi? Eh bien, nous avons 3 principales théories. Théorie numéro 1, la légende locale. D'après l'histoire, il y a longtemps, un roi nommé Raja Jasdaval entreprit un pèlerinage au cœur de l'Himalaya pour atteindre un temple de montagne sacré. Il emmena sa reine enceinte, Rani Balampa, accompagnée d'un groupe de serviteurs, de danseurs et d'autres personnes. Alors qu'ils se trouvèrent dans les montagnes, une tempête de grêle massive a frappé, où, selon la légende, une divinité en colère a commencé à lancer des boules de fer du ciel. Quoi qu'il en soit, la tempête a été brutale et ils n'avaient nulle part où se réfugier. Au final, ils ont tous perdu la vie près du lac. Théorie numéro 2, une voie d'évasion. Certains disent qu'un mot que les restes appartiennent à des soldats indiens qui ont tenté d'envahir un territoire étranger en 1841, mais ils ont été vaincus. Plus de 70 d'entre eux ont été contraints de rentrer chez eux à travers l'Himalaya, et ils ont rencontré une fin tragique en cours de route. Théorie numéro 3, une fosse commune. Cette théorie suggère qu'un problème de santé généralisé a frappé le groupe. Ils ont tous été enterrés là, isolés, pour éviter la propagation de la maladie.
Dans ce cas, le lac Rupkund et ses environs seraient essentiellement un cimetière froid et isolé. Sais-tu ce que toutes ces théories ont en commun? Elles supposent de toutes que les squelettes appartenaient à un groupe unique de personnes qui sont mortes lors d'un événement catastrophique. Mais ensuite, la science est arrivée, et les choses sont devenues beaucoup plus inquiétantes. En 2019, 28 scientifiques provenant d'institutions aux États-Unis, en Inde et en Allemagne se sont alliés pendant 5 ans pour comprendre ce qui s'était passé là-haut. Ils ont étudié les restes de 38 individus, 23 hommes et 15 femmes. Et là, nous pouvons déjà écarter la deuxième hypothèse. C'est important parce que si ces personnes avaient été des soldats en mission militaire, on s'attendrait à ce que la plupart, sinon la totalité, soient des hommes. Les armées du passé étaient presque entièrement masculines. Mais ici, il y avait tout simplement trop de femmes pour que cela ait du sens. De plus, aucun signe de combat ou d'équipement militaire n'a été trouvé. Après une analyse génétique, les chercheurs ont remarqué que les individus ne faisaient pas partie de la même famille, du moins pas par le sang, comme des parents au 3e degré ou plus proches. Et surtout, ils étaient en grande partie en bonne santé. Ces deux faits permettent d'écarter la troisième hypothèse. Ce n'était probablement pas une sorte de problème de santé hautement contagieux. Mais la partie la plus choquante est que ces squelettes n'appartenaient pas à un seul et unique groupe. Ils provenaient en réalité de 3 groupes distincts. Le premier groupe avait une ascendance qui se situe dans la gamme des Sud-Asiatiques actuels, en gros, des régions qui sont aujourd'hui l'Inde, le Pakistan et le Népal. Le deuxième groupe avait une ascendance typique de la Méditerranée orientale, tout comme les personnes de la Grèce actuelle, ou plus spécifiquement, de Crète. Et ils ont également identifié un individu avec une ascendance liée à l'Asie du Sud-Est. La datation montre également que ces vestiges n'ont pas été déposés au même moment. En d'autres termes, les groupes 1 et 2 n'ont pas vécu à la même période. Leurs décès se sont en réalité étalés sur une période allant jusqu'à 1 millier d'années. Oh, génial. Maintenant, la première théorie est également écartée. Après tout, les études peuvent confirmer que ces personnes sont décédées dans au moins 2 événements tragiques distincts. Selon les chercheurs, il existe une piste possible sur l'origine d'au moins certaines des personnes d'ascendance sud-asiatique ou sur les raisons de leur présence là-bas en premier lieu. Le lac de Rupkund ne fait pas partie d'une grande route commerciale ni de rien de tel. Mais il se trouve sur le chemin d'un pèlerinage appelé le Nanda Devi Raj Jat. Cela se déroule encore aujourd'hui, tous les 12 ans, où des gens traversent les montagnes pour adorer et célébrer. Maintenant, les archives écrites de ce pèlerinage n'apparaissent que vers la fin des années 1800. Mais il y a des inscriptions dans les temples voisins qui remontent à bien plus loin, comme au 8e ou 10e siècle. Ainsi, il est possible que la tradition ait commencé bien plus tôt. Et peut-être que certaines de ces personnes sont décédées lors de l'un de ces premiers pèlerinages, en raison d'une forte tempête ou d'une autre catastrophe naturelle. D'accord. Mais comment expliquer le groupe qui venait de Grèce? Eh bien, c'est assurément plus déroutant. Tout d'abord, car il n'existe pas de documents historiques ou de preuves pour expliquer qui étaient ces personnes ou ce qu'elles faisaient dans les contrées reculées de l'Himalaya. Ainsi, il est difficile de savoir par où commencer. L'étude suggère qu'il pourrait avoir été un groupe d'hommes et de femmes, sans lien de parenté, nés dans la région de la Méditerranée orientale, à l'époque où l'Empire ottoman contrôlait cette région. Les preuves suggèrent qu'ils avaient un régime principalement basé sur des aliments terrestres, pas les fruits de mer que l'on pourrait attendre de personnes vivant près de la côte. Ainsi, il est possible qu'ils aient vécu à l'intérieur des terres et qu'ils se soient retrouvés dans l'Himalaya, peut-être en voyageant pour des raisons que les chercheurs ne peuvent pas encore pleinement expliquer. La meilleure hypothèse est qu'ils participaient également à un pèlerinage. Mais honnêtement, il semble assez peu probable que des personnes d'Europe aient voyagé jusqu'à Rupkund uniquement pour cela. Et supposons qu'ils l'aient fait. Qu'est-ce qui leur est exactement arrivé? Je veux dire, comment ont-ils tous pu mourir exactement au même endroit? Eh bien, les chercheurs ne peuvent toujours pas le dire avec certitude, mais les gens en ligne adorent spéculer. Tu crois? Certains suggèrent qu'ils sont tombés de la crête de Junargali, ou, comme ils se trouvaient à une altitude si élevée, peut-être sont-ils décédés d'un mal aigu des montagnes. Là-haut, les niveaux d'oxygène sont beaucoup plus bas, ce qui peut entraîner des symptômes tels que des maux de tête, des vomissements et des vertiges. Le problème, c'est que cela peut rapidement s'aggraver, et si cela affecte vos poumons et votre cerveau, cela peut devenir mortel. Donc, oui, cela aurait pu arriver, mais c'est quand même étrange de penser que cela est arrivé à tant de personnes en même temps. Nous avons certainement encore besoin de beaucoup plus de réponses en ce qui concerne Rupkund.
Mais l'un des obstacles auxquels les chercheurs sont confrontés est que le site reste très perturbé et non préservé. Au fil des années, les randonneurs ont déplacé les squelettes. Ou pire, certains les ont même emportés chez eux comme souvenir macabre. Mais plus nous interférons avec ces restes, plus il devient difficile de trouver une réponse précise à l'avenir, peu importe les avancées de la science. Donc, pour l'instant, le lac mystère restera exactement cela, un grand mystère. Des nuages de cendres incandescentes obscurcissent le soleil, le sol tremble, les gens courent dans tous les sens. Une éruption volcanique vient de commencer, et elle a débuté soudainement. Une petite ville côtière ensoleillée fait face à l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices qui soient. La cendre retombera, la lave jaillira de la bouche du cratère, et en quelques heures, l'ancienne ville de Pompéi sera... Attendez une minute. Les gens montent dans leur voiture et s'éloignent. Ce n'est pas Pompéi, c'est une ville moderne. Hein? Une ville peut-elle être ensevelie lors d'une éruption de nos jours? Malheureusement, oui. Bienvenue à Montserrat, que l'on surnomme la Pompéi des Caraïbes. Montserrat n'est pas une ville, c'est un territoire britannique d'outre-mer situé dans les Petites Antilles, un archipel des Caraïbes. Montserrat abrite le volcan de la Soufrière, qui a transformé la vie de nombreux résidents de la capitale, Plymouth, en cauchemar en 1995. Mais de quel genre d'endroit s'agit-il? Et pourquoi des gens vivent-ils ici? La région de Montserrat n'est pas très grande. Elle est environ 6 fois moins grande que la région de Chicago, et les habitants ne sont pas très nombreux. Avant 1995, la population de Montserrat était d'environ 15 000 habitants. Ce n'est pas beaucoup, mais l'île rassemblait plusieurs cultures différentes. On y trouvait des descendants d'Irlandais, d'Africains, ainsi que des peuples autochtones. Montserrat est l'une des îles volcaniques les plus jeunes des Petites Antilles. Avant 1995, le volcan de la Soufrière avait connu une éruption, au XVIIe siècle. De nombreuses années se sont écoulées entre-temps, de sorte que les gens ne s'inquiétaient pas trop. Ils se reposaient, travaillaient, s'amusaient, faisaient des excursions en bateau vers d'autres îles, et tout cela pendant environ 300 ans. Puis, cette vie paradisiaque et sereine a pris fin. En 1995, l'activité sismique a repris. Ça a continué pendant plusieurs mois et conduit à une éruption spectaculaire en 1996. Heureusement, personne n'a été blessé, mais la véritable catastrophe a frappé en juin 1997. Quelque chose de mauvais commençait à se produire au sommet du volcan. À une altitude d'environ 915 mètres, le volcan a commencé à cracher des nuages de cendres, de la roche et des gaz chauds, libérant ses entrailles bouillantes, le tout dévalant rapidement les pentes escarpées. Les habitants étaient terrifiés. Certains avaient déjà évacué l'île à ce moment-là. Ils avaient dû quitter leur maison et partir en bateau. Mais d'autres sont restés et n'ont pas survécu. La coulée pyroclastique a détruit de nombreux bâtiments, des rues et des routes. Au cas où vous ne le sauriez pas, une coulée pyroclastique est un mélange dense et épais de cendres volcaniques, de lave et de gaz chaud, qui se déplace sous la forme d'une masse incandescente à grande vitesse. Elle brûle et détruit tout sur son passage. Ce jour-là, la coulée se déplaçait à 100 km/h, avec une température atteignant environ 800 degrés Celsius. Imaginez de l'eau bouillante. Assez chaud, n'est-ce pas? Eh bien, la température de cette coulée pyroclastique était environ 8 fois plus élevée. Une partie des habitants de l'île s'est déplacée vers le nord, et l'autre a migré vers les îles voisines. Depuis lors, Plymouth est devenue une ville fantôme. En raison de la lave solidifiée, on peut voir des bâtiments qui semblent s'être partiellement enfoncés dans le sol ou coincés dans le relief. Les rues sont désertes, et les routes sont couvertes d'une épaisse couche de masse volcanique. Après l'éruption, seulement 1000 personnes sont restées sur l'île. 4500 personnes y vivent actuellement, toutes dans la partie nord, où elles sont en sécurité. Le côté sud de l'île porte maintenant le nom de zone d'exclusion. Elle est divisée en 5 parties, A, B, C, F et V, la zone la plus dangereuse. Pourquoi est-elle dangereuse? Parce que le volcan est toujours actif. De temps à autre, il crache des nuages de cendres. Il pourrait éclater avec une force dévastatrice à tout moment,
mais cela n'arrête pas les amateurs de sensations fortes. Montserrat attire de nombreux touristes qui aiment se promener dans les zones pittoresques près du volcan actif. Les gens adorent aussi la ville fantôme. Les toits des maisons, les flèches et les restes de la tour de l'horloge dépassent de la lave solidifiée. Les fenêtres cassées avec des rideaux déchirés et les anciens hôtels délabrés fascinent les visiteurs. Vous pouvez profiter de la magnifique partie tropicale au nord de l'île et voir le spectacle apocalyptique dans sa partie sud. Les habitants promeuvent activement le tourisme et présentent leur île comme la Pompéi des Caraïbes. Souhaiteriez-vous visiter cet endroit? Vivre à côté d'un cratère est assez risqué, mais imaginez vivre à l'intérieur d'un volcan. À environ 350 km au sud de Tokyo, il y a une magnifique île appelée Aogashima, dont la majeure partie est occupée par un volcan actif. Comment donc les gens peuvent-ils vivre à l'intérieur d'un volcan sans avoir peur? La réponse est simple. C'est un endroit magnifique. En outre, la dernière éruption majeure a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle. Et les gens ne vivent pas directement à l'intérieur du cratère. Ce serait trop. Il y a un petit village à l'intérieur de la paroi extérieure du cratère, loin de l'activité géothermique et assez loin du pic dangereux. Mais c'est quand même un endroit assez extrême. La population de l'île est d'environ 170 personnes, et personne ne prévoit de partir. Ici, vous ne trouverez qu'un seul magasin, un bureau de poste, un camping gratuit, quelques maisons d'hôtes et 3 bars. C'est donc plutôt douillet. D'autant que nous parlons d'un véritable paradis de verdure. Mais en 1785, ce paradis ressemblait à Pompéi au moment de sa grande catastrophe. Selon les récits et les archives conservées, les premiers tremblements se produisirent vers le 18 mai. C'était un avertissement du désastre imminent. À cette époque, 327 habitants vivaient à Aogashima. On ne sait pas quelle importance ils ont accordée aux premières secousses, mais on sait qu'ils ont continué à vivre paisiblement pendant encore quelques semaines. Puis l'activité du volcan a augmenté. Le désastre étant inévitable, l'évacuation de l'île a commencé le 4 juin. Malheureusement, c'était déjà trop tard. Il y avait des tremblements de terre et des grondements terribles. Des coulées de lave brûlante venaient recouvrir les arbres, les routes et les maisons. Rares furent les survivants ce jour-là. Et pourtant, les descendants de ceux qui se sont échappés de l'île, résidant aujourd'hui paisiblement à Aogashima, n'ont-ils pas peur d'une nouvelle éruption? Ils perçoivent la situation différemment. Rien ne peut arrêter la nature, donc il ne sert à rien de résister. Et tant qu'aucune éruption ne se produit, mieux vaut profiter des vues pittoresques que s'inquiéter d'un avenir hypothétique. Peu de gens vivent ici, et il n'y a presque pas de divertissement urbain, mais on peut quand même trouver son bonheur. Dans l'après-midi, vous pouvez vous promener le long de la chaîne de montagnes verdoyantes et profiter de la vue sur la mer des Philippines. Vous vous sentirez en harmonie avec la nature. De beaux oiseaux, un soleil chaleureux et l'effort physique du voyage. Tout cela vous remplira d'énergie et d'inspiration. Vous pouvez également aller pêcher, camper ou discuter avec les habitants. La nuit, vous pouvez admirer les étoiles. Le ciel nocturne est incroyable à Aogashima. Loin des lumières de la ville, le niveau de pollution lumineuse est très faible. Une carte des étoiles détaillée vous aidera à étudier la voûte céleste sans télescope. Étant donné que l'endroit est essentiellement un volcan actif, vous y trouverez aussi de nombreuses sources géothermiques. L'un des endroits les plus appréciés et les plus populaires est Aogashima Furai. C'est un sauna qui utilise l'énergie volcanique pour maintenir des températures élevées dans ses salles de vapeur. Et à l'extérieur de ces salles, vous trouverez des bouches d'air chaud pour cuisiner. Que diriez-vous d'une omelette cuite à la chaleur volcanique? Plutôt tentant. Bien sûr, il est assez difficile de s'y rendre, car Aogashima est une île très à l'écart. Vous devez d'abord atteindre la plus grande île voisine, Hachijojima. Il y a des vols réguliers depuis Tokyo. Vous pouvez également choisir un voyage plus romantique et prendre un ferry de nuit. Le trajet ne dure que 2h30 en bateau de Hachijojima à Aogashima. Mais si vous avez suffisamment d'argent, vous pouvez vous offrir un trajet en hélicoptère qui ne dure qu'une vingtaine de minutes. Il ne serait pas surprenant que vous ayez envie de rester sur cette île pour toujours après l'avoir visitée. Entre une vie calme dans la nature et l'agitation de la jungle urbaine et bétonnée, que choisiriez-vous? Mais n'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez sentir le sol trembler. Espérons cependant qu'il n'y aura pas d'éruption prochainement.
Certaines montagnes présentent une telle perfection qu'on croirait qu'un architecte divin les a minutieusement façonnées. Et, en vérité, ce n'est pas une idée aussi absurde qu'il n'y paraît. Mais alors, quelqu'un aurait-il réellement construit les montagnes? Caché dans les profondeurs de l'Amazonie, un sommet conique singulier pousse à se poser cette même question. Et à l'autre bout du globe, un paysage évoque un sac de friandises chocolatées répandu sur un tapis verdoyant. Cela semble irréel, mais c'est pourtant vrai. Imaginez le croisement improbable entre un Hershey's Kiss et le film La Route d'Eldorado. C'est à peu près ce qui vous attend, car nous allons explorer deux des formations naturelles les plus énigmatiques et étonnamment harmonieuses de la planète. Le Cerro El Cono, au Pérou, et les Chocolate Hills, aux Philippines. L'une pourrait bien être une antique pyramide oubliée, et l'autre se change en chocolat une fois par an. Enfin, en quelque sorte. Commençons par El Cono. Cette montagne insolite et solitaire s'élève à plus de 400 mètres au-dessus de la canopée, au cœur même de l'Amazonie, près de la frontière entre le Pérou et le Brésil. Bien sûr, l'Amazonie n'est pas étrangère au relief spectaculaire. On y trouve, plus au nord, les montagnes Imeri, ou encore les Andes, certes extérieures au bassin amazonien à proprement parler, mais longeant l'épine dorsale du Pérou. Pourtant, El Cono se distingue radicalement. Pour commencer, il est totalement isolé. Si vous survolez la région en hélicoptère, vous ne verrez qu'une mer infinie, d'un vert éclatant, composé de forêts tropicales à perte de vue. Et soudain, boum, surgit de nulle part une montagne conique presque parfaite, semblable à un immense dorito vert pointé vers le ciel. Elle ne s'inscrit dans aucune chaîne montagneuse connue, ne possède aucun équivalent, et sa symétrie est si saisissante qu'elle semble presque artificielle, le tout recouvert de forêts. Évidemment, cela a donné lieu à toutes sortes d'hypothèses. Certains croient à un volcan endormi, d'autres à une anomalie de l'érosion. Et puis, il y a ceux qui évoquent des idées bien plus excitantes. Et s'il s'agissait d'une pyramide oubliée? Avant de lever les yeux au ciel, sachez que cette théorie est moins absurde qu'il n'y paraît. Elle est même défendue sérieusement par certains. N'oublions pas que les civilisations précolombiennes d'Amérique du Sud ont elles aussi érigé des pyramides. Comment? Eh oui. Contrairement à ce que certains s'imaginent, les Égyptiens n'ont pas l'exclusivité de ce concept architectural. Les Mochi, les Chachapoya et les Incas ont tous bâti des édifices monumentaux. On trouve d'ailleurs des pyramides aux quatre coins du monde. En Éthiopie, en Thaïlande, en Grèce, au Mexique et même en Italie. Mais alors, pourquoi les pyramides surgissent-elles aussi souvent dans l'histoire humaine? C'est simple. Leur forme est d'une remarquable stabilité. Leur large base soutient efficacement le poids de la structure, et leur sommet pointu symbolisait fréquemment un lien vers le ciel. D'accord, mais quelle est la probabilité que toutes ces cultures aient eu la même idée simultanément? Du calme, ancien alien. C'est certes envisageable, mais la vérité, c'est que les anciens peuples communiquaient bel et bien entre eux, par le commerce, la migration ou encore les échanges culturels. Les pyramides ne sont pas nécessairement le fruit d'une civilisation globale et secrète. Elles sont plutôt nées de l'ingéniosité de peuples curieux, répartis aux quatre coins du globe, tous fascinés par les étoiles et désireux de s'en rapprocher. À vrai dire, de récentes découvertes archéologiques ont mis au jour d'immenses cités antiques englouties par la jungle. Au Guatemala, des chercheurs ont révélé l'existence d'une ville maya oubliée, comportant ses propres pyramides. Et au Mexique, une vaste métropole a été retrouvée, ensevelie sous des collines boisées. Ainsi, l'humanité peut bel et bien effacer de sa mémoire une ville entière. Depuis les airs, si vous observez de nouveau El Cono, vous pourriez bien commencer à y croire vous aussi. Ses flancs pointes sont lisses, sa symétrie est troublante. Vu du ciel, il évoque une gigantesque pyramide à degrés, ou une ziggourate enveloppée de lianes de mystère. Et si quelqu'un vous affirmait qu'il s'agit des vestiges moussus d'une ancienne civilisation, vous seriez tenté d'acquiescer en murmurant « Oh oui, ça se voit ». Évidemment, rien n'a encore été prouvé, mais ce mystère est irrésistible, tel un mythe qui attend d'être dévoilé. Pour les habitants de la région, El Cono ne se limite cependant pas à une énigme géologique, c'est un lieu sacré. Dans la cosmologie andine, des montagnes comme El Cono sont appelées Apus, des entités spirituelles, gardiennes de la terre. Ce ne sont pas de simples rochers, mais des êtres vivants, des protecteurs, des divinités. Imaginez la déesse Tefiti de Vaiana, mais sa version sud-américaine encore plus énigmatique. Les peuples autochtones lui rendent toujours hommage, non comme à un site touristique, mais comme à un ancêtre vénérable. Tandis que les débats font rage pour savoir si El Cono est une montagne ou une pyramide,
La nature, elle, poursuit tranquillement son œuvre. La zone entourant la montagne fait désormais partie du parc national de la Sierra del Divisor, créé en 2015 afin de préserver l'un des écosystèmes les plus exceptionnels d'Amazonie. On y trouve des plantes rares, une myriade d'espèces d'oiseaux, divers singes, ainsi que des animaux menacés comme le jaguar, le tatou géant ou encore le tapir. Cet adorable hybride entre le porc et l'éléphant. Et oui, il y a aussi des grottes, des sources, et même des ruines encore non explorées, dissimulées dans la forêt qui entoure El Cono. Mais alors, qu'est-ce qu'El Cono, au fond? Certains géologues avancent qu'il s'agit probablement d'un cône volcanique, compte tenu de sa morphologie. C'est d'ailleurs ce qu'affirme officiellement l'UNESCO. D'autres y voient un rare exemple de géomorphologie d'érosion, une manière savante de dire que le vent, l'eau et le temps ont œuvré ensemble pour façonner cette montagne presque parfaite. Une sorte d'origami géologique, sculpté par des millénaires de forces naturelles. Mais, en réalité, nul ne le sait. Rien de certain. Pas encore. Tant qu'aucune expédition respectueuse et rigoureusement scientifique n'aura été menée, avec des drones, un radar à pénétration de sol et l'accord des communautés locales, El Cono conservera ses secrets. Et c'est peut-être là le plus beau, car parfois, ce sont les mystères qui confèrent au monde sa part de magie. Embarquons à présent dans un avion métaphorique pour les Philippines, où le mystère se poursuit, avec une touche plus sucrée. Répartie sur plus de 52 km², entre 1200 et 1700 collines, voire davantage, se dressent, toutes d'une forme étonnamment régulière et semblable à une boîte de chocolat. Vraiment, durant la saison sèche, l'herbe jaunit, et l'on dirait soudain qu'un sachet entier de Hershey's Kisses a été déversé sur le paysage. Appétissant, n'est-ce pas? Voici les Chocolate Hills, parmi les merveilles naturelles les plus emblématiques des Philippines. À distance, leur symétrie est si parfaite qu'on croirait à l'œuvre d'un paysagiste extraterrestre, armé d'un mètre ruban et d'un certain sens de l'humour. Mais d'où viennent-elles? Selon les chercheurs, ces collines constituent une rare formation karstique, terme désignant les paysages créés lorsque des pluies faiblement acides dissolvent des roches tendres comme le calcaire. En l'occurrence, ces collines étaient autrefois des récifs coralliens et des calcaires marins que les mouvements tectoniques ont fait émerger au-dessus du niveau de la mer. Puis, avec le temps, le vent, la pluie et les rivières souterraines ont érodé la roche, ne laissant que ces monticules réguliers. C'est un chef-d'œuvre géologique sculpté sur des millions d'années. Mais la science n'est pas la seule explication disponible. Les légendes locales sont bien plus savoureuses. L'une raconte que deux géants se livrèrent un combat à coups de pierre, lançant d'énormes rochers jusqu'à l'épuisement, laissant le paysage jonché de monticules, comme dans cette fameuse scène du Hobbit. Une autre évoque un géant éploré dont les larmes se seraient changées en terre, donnant naissance aux collines, en hommage à son amour perdu. Oh mon pauvre vieux. Aujourd'hui, les Chocolate Hills sont classés monument géologique national et constituent l'une des principales attractions touristiques des Philippines. Elles sont même en lice pour une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Car, franchement, où trouver ailleurs un mariage aussi délicieux entre friandises et géologie? Pour les visiter, rien de plus simple. Prenez un vol pour l'aéroport international de Bohol Panglao ou un ferry depuis Cebu, puis dirigez-vous vers les municipalités de Carmen, Batuan ou Sacbayan. Des plateformes d'observation, écoparcs et circuits en quad vous permettent d'explorer les collines de près. Que vous poursuiviez des pyramides perdues dans la jungle ou que vous escaladiez une montagne se muant en chocolat à la saison sèche, notre planète recèle des merveilles qui émerveillent et déconcertent. Et c'est là le véritable trésor. Parfois, les formes les plus étranges et sublimes de la nature ne dissimulent ni aliens ni technologies anciennes, mais révèlent simplement l'imagination foisonnante de la Terre. Pendant plus de 3000 ans, personne n'a su que cet endroit existait. Et puis, tout d'un coup, des archéologues qui faisaient des fouilles près d'Alexandrie ont découvert quelque chose de vraiment surprenant. Une ville égyptienne oubliée. Ce lieu est enseveli sous des ruines grecques et cache des secrets qui pourraient réécrire l'histoire des pharaons et de leurs armées. L'un des artefacts retrouvés, qui ressemble à une simple cruche à vin, a déjà tout bouleversé. Nous pensions tout connaître de ce qui avait de l'importance sur la carte de l'Égypte ancienne. Pyramides, Thèbes, Luxor, Alexandrie. Mais non, cette carte vient d'être mise à jour. Cette nouvelle ville était un lieu majeur et date d'il y a environ 3400 ans. On vient de la découvrir sur un site appelé Kom El Nugus. Cet endroit est situé à l'ouest d'Alexandrie et se trouve entre la Méditerranée et un lac d'eau salée qui porte le nom de lac Mariut.
Cette découverte a fait se froncer quelques sourcils. Les scientifiques pensaient que cet endroit était autrefois vide et qu'il n'avait été habité que par les Grecs vers 332 avant notre ère. Mais il s'avère que des gens vivaient à Kom el-Nougus bien avant cela. Alors que les archéologues fouillaient ces ruines grecques, ils ont remarqué quelque chose d'inattendu. Des murs en briques crues. Oui, vous savez, comme pour les pyramides, le genre de choses que les Égyptiens construisaient à l'époque du Nouvel Empire. Ces briques de terre crues sont faites de boue, d'argile, de sable et de paille. Ces ingrédients étaient mélangés avec de l'eau et séchés au soleil, pas cuits. Les Égyptiens les ont utilisés pendant des milliers d'années pour construire des maisons, des temples, des palais, et oui, les pyramides. Bien sûr, d'autres civilisations ont également utilisé les briques de terre crue, mais celles dont se servaient les Égyptiens ont quelque chose de particulier. Ils utilisaient la paille qui poussait dans leur région, différents styles de disposition et de mortier. C'est ce qui a permis aux experts de comprendre que les Égyptiens étaient présents à Kom el-Nougus. Ce seul fait a surpris la communauté scientifique, mais ensuite, ils ont trouvé d'autres choses. Toute une rue, des structures enterrées, et même un temple construit par Ramsès le Grand lui-même. Son nom parle de lui-même. Ce gars fut l'un des pharaons les plus célèbres de toute l'histoire du royaume. Il a régné sur l'Égypte ancienne pendant 66 ans, a mené de grandes batailles, et il adorait construire toutes sortes de choses, comme ce temple. Les gens l'aimaient tellement que les pharaons suivants ont littéralement prétendu être lui et ont inscrit son nom sur leurs bâtiments. C'est alors que les archéologues ont compris qu'ils n'étaient pas en train d'examiner de simples briques dans un village. C'était toute une ville enfouie. Ils se sont immédiatement mis à creuser davantage. Et il s'est avéré que tout ça avait été finement planifié. Le lieu avait été construit avec beaucoup de soin. Les rues avaient des drains pour empêcher la pluie de venir détériorer les murs en briques crues. Il y avait aussi de petites chapelles funéraires avec des inscriptions dédiées aux soldats. Cela suggère que cet endroit était peut-être une base militaire. Et cela change énormément de choses. Dans l'Égypte ancienne, quand l'armée arrivait, c'était pour une raison. Alors, de quoi s'agissait-il? Protection, conquête, contrôle de quelque chose d'important. Dans le cas de cette ville, on pense que c'est le vin, l'eau et le commerce, à la lisière du désert, qui avaient fait marcher l'armée. Le plus fou, c'est que nous ne connaissons pas encore exactement l'ampleur de ce site. L'équipe n'en a découvert qu'une partie jusqu'à présent. Il pourrait y avoir des fortifications, des entrepôts, des bâtiments administratifs et plus de structures religieuses et royales sous toute cette terre. Nous ne savons pas non plus comment cette ville s'appelait dans les temps anciens. Son nom est encore enterré, mais on pourrait le découvrir un jour, peut-être à l'intérieur d'un mur, peut-être sur un parchemin, peut-être sur une autre cruche cassée. L'un de ces pichets s'est déjà avéré être une merveille fascinante. Un morceau de peau en céramique, appelé amphore, portait un sceau royal pressé dessus, et ce sceau portait le nom de Méritaton. La princesse Méritaton n'était pas n'importe qui. Elle était la fille aînée de la reine Néfertiti et une des sœurs aînées du roi Toutankhamon. Oui, c'est exact. Néfertiti et Toutankhamon ont bien leur place dans cette histoire. Tout cela s'est déroulé environ un siècle avant que Ramsès le Grand ne construise l'un de ses temples ici. Il semble que la ville ait été fondée à l'époque d'un autre pharaon, le pharaon Akhenaton, époux de la reine Néfertiti, père de la princesse Méritaton et du futur roi Toutankhamon. Ce gars, Akhenaton, était un peu imprévisible. C'était le genre de personne qui devient vraiment bizarre quand il s'agit de ses lubies. Il essaya de changer complètement la religion de l'Égypte, forçant tout le monde à adorer le disque solaire, Aton, au lieu des divinités habituelles. En gros, il dit à tout le royaume que leur mythologie était fausse, et qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus d'Osiris, plus de Thoth ni de Seth, seulement la lumière brute du soleil. Eh oui, cette époque porte le nom de période amarnienne. Et il s'est donné à fond. Il a changé son nom, construit une toute nouvelle capitale, Amarna, au milieu du désert, redessiné des temples, réécrit des hymnes, et même interdit les images religieuses traditionnelles. Même l'art est devenu fou à l'époque. Les gens ont commencé à avoir des têtes allongées, des bourrelets ventraux, et toute cette humanité et vulnérabilité fut gravée dans la pierre. C'était délibérément bizarre. Il voulait montrer que les membres de sa famille n'étaient pas des dieux parfaits, mais des vaisseaux humains de lumière divine. Tout le monde devait sourire maladroitement et faire semblant, parce qu'il était le pharaon, après tout. Le plus farfelu, c'est qu'après son règne, son fils Toutankhamon a inversé tout ce qui était lié au disque solaire. Il a littéralement changé son nom de Toutankhaton, ce qui signifie « image vivante de l'Aton ».
le disque solaire, en Toutankhamon, ce qui signifie « image vivante d'Amon », l'une des grandes divinités anciennes. Le roi Toutankhamon a donc ramené les anciennes divinités, rouvert les temples et effacé autant que possible l'héritage d'Akhenaton. On dirait que sa famille n'aimait pas vraiment le culte du soleil, après tout. Pendant ce temps, cette cruche de vin découverte montre que la ville était probablement active, prospère et pleine de vie, à l'époque d'Akhenaton. Et c'est énorme. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune preuve que ces idées et projets révolutionnaires s'étendaient jusqu'au nord. La cruche montre également que les vignobles et la production de vin existaient au nord du royaume. Le vin était vraiment une affaire de grande importance, justifiant l'établissement d'une base militaire. La princesse Méritaton a très probablement utilisé cette cruche. Tout comme son frère, elle est née sous le signe du soleil et fut nommée d'après celui-ci. Son nom, également orthographié Méritaton, signifie « bien-aimé de Laton ». En tant que fille aînée du pharaon et de sa reine, née en plein milieu de changements religieux radicaux, elle a été élevée pour accomplir les devoirs d'une future reine. Dès ses premières années, elle marchait dans les temples aux côtés de sa mère Néfertiti, secouant le sistre lors de rituels solennels. Elle était présente lorsqu'Akhenaton a établi sa capitale, Amarna. Il aimait clairement sa famille. Le visage de Méritaton fut gravé sur ses murs de pierre plus que celui de quiconque. Dans chaque temple, dans chaque scène sacrée, son visage apparaît et vénéré. Les événements deviennent flous dans l'histoire après le décès de son père. Le trône vacillait. Le roi Toutankhamon était très jeune, âgé de seulement 9 ans, lorsqu'il a dû assumer ses nouvelles responsabilités. Méritaton semble avoir été un bref intermède entre son père et son jeune frère. Elle a épousé un homme du nom de Smenkhkare. Les historiens ne sont même pas certains de l'identité de cet homme mystérieux. Il a même pu s'agir d'une invention, le roi fantôme d'une dynastie en ruine, ou alors, c'était son frère. Quelle que soit la vérité, ces deux-là ont pris le pouvoir et ont régné ensemble pendant un certain temps. Méritaton a obtenu le titre de grande épouse royale, un titre d'un pouvoir immense. Mais Smenkhkare a été un souverain de très courte durée. Il est décédé après environ 1 an seulement. Certains historiens émettent l'hypothèse que Méritaton était la véritable dirigeante, la pharaone informelle, car son frère était encore trop jeune. Certaines théories suggèrent même qu'elle a élevé Toutankhamon, et qu'elle est devenue une sorte de reine régente, éduquant l'enfant qui restaurerait plus tard l'ordre ancien. Mais rien de tout cela n'est confirmé. Il est très difficile pour les historiens de trouver des informations sur cette époque, car la période amarnienne a été plus tard condamnée. Les successeurs ont voulu effacer l'hérésie d'Akhenaton et tout ce qui était lié à lui, y compris Méritaton. Ainsi, même si elle a régné, même si elle a éduqué Toutankhamon, ils ont tout fait pour l'enterrer dans les sables de l'histoire. Quoi qu'il en soit, peut-être que cette nouvelle ville nous en dira plus sur les mystères de la période amarnienne, l'une des périodes les plus chaotiques de l'Égypte ancienne. Une découverte étrange dans le lac Huron nous informe qu'il pourrait possiblement contenir les vestiges d'une civilisation entière. Tiens, attendez. Est-ce que ce ne serait pas l'Atlantide? Pas exactement. Mais s'il y a vraiment eu jadis une civilisation sous-marine à cet endroit, elle devait être assez avancée. Il y a environ 10 000 ans, 2 petits fragments d'un outil de pierre se sont détachés et sont tombés par terre sans que personne ne s'en aperçoive. Ils sont restés enterrés là pendant des milliers d'années, jusqu'en 2013. Puis des scientifiques ont remonté un petit morceau de boue de la taille d'une brique de lait depuis le fond du lac Huron, à 30 mètres sous la surface. Dans la boue, ils ont trouvé ces 2 éclats faits d'obsidienne. Un verre volcanique noir et brillant qui se forme lorsque la lave se refroidit rapidement. Après des tests précis, ils ont réalisé que ces éclats provenaient du centre de l'Oregon, ce qui représente une assez longue distance, environ 4000 km. Ce site préhistorique des Grands Lacs a été découvert sur la crête Alpena Amberley, une formation sous-marine qui reliait autrefois ce qui est aujourd'hui le Michigan et l'Ontario. À l'époque, c'était des terres sèches. Les premiers humains y construisirent des pièges pour animaux, le caribou par exemple. L'ère glaciaire s'éteignait et bientôt, les Grands Lacs commencèrent à se former. L'obsidienne était le matériau high-tech des temps anciens. Elle est extrêmement tranchante et parfaite pour fabriquer des outils. Si vous étudiez attentivement ces éclats, vous ne pourrez pas douter que les outils dont ils proviennent furent de fabriquer de main d'homme. La façon dont ils ont été taillés évoque un travail des plus minutieux. Ces anciennes populations ne fabriquaient donc pas seulement des outils élémentaires,
ils avaient également accès à de l'obsidienne venue de contrées extrêmement lointaines. On pense en conséquence qu'il existait déjà à l'époque un immense réseau commercial. Depuis plus d'un siècle, des gens émettent l'hypothèse que des sociétés anciennes pourraient avoir existé sous les Grands Lacs, mais personne n'en a jamais eu la preuve. C'est pourquoi les travaux sur ce site archéologique submergé sont si importants. Une équipe de chercheurs tente depuis plus de 10 ans d'en apprendre davantage sur ces ruines vieilles de 10 000 ans et sur la civilisation qui les aurait laissées derrière elles. L'eau glacée du lac Huron a agi comme une capsule temporelle qui a permis de préserver des choses pendant des milliers d'années. Jusqu'à présent, les chercheurs ont trouvé non seulement des outils en pierre, mais aussi des arbres millénaires avec leurs racines encore intactes et des tourbières sous-marines où ont été préservées des graines et des feuilles. Un peu comme le Pompéi de l'âge de glace, une scène figée dans le temps. Ces découvertes aident également les scientifiques à concevoir de nouvelles méthodes d'archéologie sous-marine. Ils utilisent des sonars, des robots sous-marins et des plongeurs. Il est assez incroyable que les outils qu'ils ont découverts sur la crête Alpena Amberley soient beaucoup plus petits que d'autres outils de la même époque trouvés à proximité. Cela pourrait indiquer qu'un groupe différent de personnes vivait ici et qu'ils avaient leur propre mode de vie. Même les tourbières qu'ils ont trouvées, qui datent d'environ 9500 ans, recèlent des secrets. Elles sont pleines d'aiguilles de pin, de graines et de feuilles qui pourraient nous informer sur l'environnement de l'époque. D'ordinaire, ce genre de choses se décompose rapidement, mais l'eau froide et douce les a préservées. L'équipe du Michigan collabore avec des scientifiques basés à Cambridge, en Angleterre, pour extraire l'ADN de ces restes. Si cela fonctionne, nous pourrions enfin savoir quel type d'animaux vivaient là, et peut-être même plus. Ils ont encore des années de travail sur ce site préhistorique des Grands Lacs. Un autre célèbre site archéologique submergé est la cité perdue de Pavlopétrie. Les archéologues pensent qu'il s'agit de la plus ancienne ville engloutie du monde, tout au moins selon nos connaissances actuelles. Pavlopétrie a environ 5000 ans. Cela signifie qu'elle existait bien avant les légendaires héros grecs des récits d'Homère. Les scientifiques l'ont aperçue pour la première fois en 1904, puis l'ont oubliée jusqu'en 1967, lorsque Nicholas Fleming l'a redécouverte. Il l'a décrite comme une ville de l'âge du bronze, désormais engloutie sous 3 à 4 mètres d'eau. Un an plus tard, il est revenu avec une équipe de scientifiques pour en étudier les ruines. En l'espace de 6 semaines, en utilisant uniquement des rubans métriques et une grille élémentaire, ils ont réussi à cartographier la ville. Ils ont constaté qu'elle s'étendait sur environ 300 par 150 mètres et comportait au moins 15 bâtiments, des cours, 5 rues, 2 tombeaux et environ 37 petites tombes en pierre. Ils ont également trouvé des indices indiquant que les ruines se poursuivaient sur l'île voisine de Pavlopétrie elle-même. Ils ont déterré des poteries incroyables, des lames en obsidienne et en chaille, et même une minuscule figurine en bronze qui pourrait dater de l'an 2800 avant l'ère commune. Cependant, la plupart des bâtiments proviennent de la période comprise entre 1650 et 1180 avant l'ère commune. Ensuite, les scientifiques ont de nouveau abandonné le site jusqu'en 2009, lorsqu'une équipe de chercheurs a lancé un nouveau projet quinquennal, dont la mission était d'explorer en profondeur l'histoire de Pavlopétrie. Cette fois, ils disposaient d'outils de cartographie numérique et de meilleurs équipements de plongée, ce qui leur a permis d'explorer et même de faire des fouilles sous-marines. Ils ont découvert 9000 mètres carrés supplémentaires de bâtiments, y compris une grande salle et des rues cachées. De plus, ils ont déterré d'autres poteries qui leur ont indiqué que des gens avaient vécu là entre 3000 et 1100 avant l'ère commune, et que la ville comptait une population de 500 à 2000 personnes. Personne ne sait avec certitude comment cette cité a fini sous l'eau, mais beaucoup de scientifiques pensent que ce fut à cause d'un tremblement de terre, peut-être vers l'an 1000 avant l'ère commune, ou même aussi tardivement que l'an 375 de notre ère, parce que c'est la plus ancienne ville sous-marine jamais découverte. Certaines personnes croient même que Pavlopétrie pourrait avoir inspiré la légende de l'Atlantide. Un autre prétendant au titre d'Atlantide se trouve près du Japon. En 1986, un plongeur local explorait les eaux près des îles Ryukyu lorsqu'il découvrit une structure géante faite de marches parfaitement formées et aux bords tranchants. Elle se trouvait à 25 mètres sous l'eau. Aujourd'hui, le monument Yonaguni reste l'un des sites sous-marins les plus mystérieux de la planète. La structure mesure presque la moitié d'un terrain de football, environ 50 mètres de long et 20 mètres de large. Elle ressemble à une immense pyramide de pierre, avec des plateformes superposées et des marches empilées les unes sur les autres. Personne ne sait vraiment d'où elle vient ni qui l'a construite.
Certains experts pensent que le monument pourrait avoir plus de 10 000 ans, ce qui le rendrait plus ancien que les pyramides égyptiennes. Une théorie suggère qu'il pourrait s'agir des derniers vestiges d'une civilisation perdue portant le nom de Mu, une société mythique du Pacifique similaire à l'Atlantide. D'autres pensent que c'est un peuple ancien, qui vivait au Japon, dès l'an 12 000 avant notre ère, le peuple Jomon, qui l'aurait construite. Mais de nombreux scientifiques et géologues sont sceptiques quant à cette possible civilisation sous-marine. Même si Yonaguni possède des passages étroits, des ouvertures en arc et des angles droits, qui ressemblent presque à des pâtés de maison. Ils disent que le site ressemble davantage à une formation rocheuse naturelle, comme la chaussée des géants en Irlande du Nord, par exemple. L'ensemble du monument est encore relié à un bloc de substratum rocheux, ce qui signifie qu'il n'a pas été construit pièce à pièce. Et la façon dont les couches de roches sont empilées est probablement liée au tremblement de terre et au mouvement tectonique. Il est situé dans la très active ceinture de feu du Pacifique. Un géologue marin y retournait sans cesse, et à chaque fois, il découvrait quelque chose de nouveau. Il affirme avoir repéré des traces d'outils dans la roche, des symboles gravés sur des faces de pierre, et même des formations rocheuses en forme d'animaux. Il pense que ces sculptures indiquent l'existence d'une culture provenant du continent asiatique. Il a déclaré avoir identifié 10 structures différentes au large de Yonaguni, y compris un château en ruine, un arc de triomphe, 5 temples, et même un énorme stade. Ces bâtiments semblent être reliés par des routes et des canaux, et certaines parties sont même entourées de ce qui ressemble à d'immenses murs de pierre. L'explorateur pense que la ville a au moins 5000 ans. Il se base pour cela sur des stalactites trouvées dans des grottes sous-marines voisines, qui n'ont pu se former qu'après l'inondation des grottes. Ses partisans affirment n'avoir jamais vu un tremblement de terre créer des formes comme celle-ci sous l'eau ou à sa surface. Mais les sceptiques mettent tout cela sur le compte de l'érosion, et insistent sur le fait que ce sont les courants sous-marins et les créatures marines qui ont creusé des trous dans la roche. Si vous souhaitez vous faire votre propre opinion, le site est ouvert aux visiteurs, et c'est assurément une... Au cœur de la forêt amazonienne se trouve une caverne si vaste qu'elle défie l'entendement. Longue de 610 mètres, elle est assez grande pour qu'un être humain puisse y circuler librement. Ses parois sont marquées de profondes griffures énigmatiques. Et ce n'est pas un cas isolé. Si vous vous rendez dans le sud du Brésil, vous trouverez plus de 1500 cavernes similaires, allant de modestes terriers à de véritables galeries monumentales. Ces grottes n'ont rien des cavernes classiques pleines de chauves-souris. Il s'agit de ce que les chercheurs appellent des paléoterriers, d'anciennes structures souterraines creusées par des bêtes si énormes qu'elles font paraître nos éléphants minuscules. Quoi qu'elle ait été, la créature responsable a excavé à elle seule l'équivalent de la masse de 800 éléphants. Je sais, cela ressemble encore à une grotte ordinaire, mais les spécialistes ont vite remarqué qu'elle était particulière. Ses parois étaient bien trop régulières, et le sol, remarquablement lisse. Or, ni l'eau ni l'érosion ne peuvent produire des marques aussi précises. Ces grottes brésiliennes constituent les plus vastes archives géologiques d'une activité animale connue. Comme si l'on entrait dans une habitation préhistorique bâtie par des créatures de la taille d'une voiture. Pour résoudre ce mystère, les chercheurs ont examiné les griffures sur les murs et ont conclu qu'elles avaient sans doute été faites par d'énormes paresseux terrestres. Une espèce nommée Valgyps, dont le poids pouvait avoisiner les 4 tonnes, et qui aurait pu dévorer en 3 jours l'équivalent de votre alimentation annuelle. Aussi massifs soient-ils, ces animaux ne pouvaient creuser seuls d'aussi longs tunnels, ils devaient collaborer. C'est pourquoi les scientifiques pensent que plusieurs paresseux utilisaient un même tunnel et le creusaient ensemble. Il se peut même que de gigantesques tatous aient contribué à l'ouvrage, car ils étaient des excavateurs extrêmement habiles, et eux aussi habitaient à cette région. D'accord, mais pourquoi un paresseux ou un tatou géant aurait-il besoin d'un terrier long de 610 mètres? Excellente question. Et la vérité, c'est que les scientifiques ne le savent pas encore avec certitude. Il paraît peu probable qu'un tel ouvrage ait été creusé uniquement pour fuir les prédateurs, surtout quand on sait qu'un tigre à dents de sabre aurait pu y pénétrer sans difficulté. À moins qu'il n'ait inventé des systèmes de sécurité préhistoriques, cette hypothèse comporte quelques failles. Haha, jeu de mots pleinement assumé.
La meilleure hypothèse concerne sans doute le climat. À cette époque, le monde était plus sec et plus froid. Certaines espèces de paresseux géants prospéraient justement durant les périodes de transition climatique, entre glaciation et réchauffement. Bien que leur masse corporelle les ait protégés contre les variations habituelles, des écarts brusques de température ont probablement poussé ces animaux à s'abriter pour survivre. Et tout comme leurs descendants actuels, ils avaient sans doute du mal à réguler leur chaleur corporelle. Or, se réfugier sous terre leur permettait de préserver leur progéniture et d'économiser leur énergie. Plus un corps est massif, plus il est coûteux à maintenir. Certains chercheurs avancent que ces tunnels ont pu servir de repères partagés à tour de rôle. Un paresseux s'y installe, creuse un peu, laisse quelques traces de griffes, puis repart, et plus tard, un autre investit l'endroit, y ajoutant sa propre signature. En somme, une sorte d'auberge espagnole pour mégafaune préhistorique. Tous les indices pointent vers une forme de multipropriété plutôt qu'une occupation exclusive. Après tout, ces créatures n'étaient en guère sociables. Paresseux comme Tatou préféraient la solitude en duo, généralement mère et petit. Quant au père, il ne restait que pour la partie plaisante. Mais vous aurez sans doute remarqué un léger détail. Ces créatures ont disparu depuis longtemps. Leur extinction remonte à environ 11 000 ans, au moment où les humains ont commencé à se répandre sur la planète, alors qu'une ère glaciaire touchait à sa fin. En vérité, 80% des mammifères pesant plus d'1 kilogramme ont disparu à cette époque. Le premier coupable est bien sûr celui que l'on retrouve toujours sur le banc des accusés, l'être humain. Il y a environ 10 000 ans, une vague de chasseurs experts, munis d'outils distinctifs comme les pointes de lance, a traversé l'Amérique du Nord. La théorie veut que la faune locale n'ait pas su réagir face à ce nouveau prédateur, devenant ainsi une proie facile. Une fois les grands herbivores éliminés, les carnivores ont décliné à leur tour faute de nourriture. Et la chasse n'a pas été le seul facteur. Les premiers humains ont sans doute aussi perturbé les écosystèmes, rendant la vie encore plus difficile pour les grandes espèces. Mais attendez, il y a un autre suspect, le changement climatique. À peu près à la même époque, le climat terrestre a connu un bouleversement majeur. Il est passé d'un froid extrême à un froid plus modéré. Pour situer, la température moyenne avoisinait les 8 degrés Celsius, ce qui a entraîné des saisons instables et la disparition progressive de nombreuses plantes. Et lorsque la végétation décline, les grands herbivores, comme nos paresseux géants, se retrouvent privés de ressources, ce qui les fragilise davantage. De nombreux chercheurs estiment aujourd'hui que les activités humaines et les bouleversements climatiques ont tous deux contribué à l'extinction, mais selon des modalités différentes suivant les régions. Ici, l'homme aurait rompu l'équilibre. Ailleurs, la nature seule aurait mené l'œuvre à son terme. Quoi qu'il en soit, cette conjonction fatale a scellé la fin des géants. Il s'avère qu'une taille colossale n'est pas toujours un avantage. Les grands animaux vivent plus longtemps et se reproduisent lentement, ce qui les rend extrêmement vulnérables lors des catastrophes. Et leur rétablissement est d'une lenteur dramatique. Après la disparition des dinosaures, par exemple, il a fallu près de 15 millions d'années avant que de nouveaux méga-mammifères n'émergent à leur tour. La dernière extinction majeure remonte à environ 12 000 ans. Une durée bien trop courte pour permettre l'évolution de nouvelles créatures massives. Les plus grands animaux terrestres d'aujourd'hui, comme les éléphants, les rhinocéros ou les bisons, ne sont pas de jeunes espèces. Ce sont les survivants aguerris d'un ancien cataclysme. Et nous partageons encore la planète avec le rorqual bleu, le plus grand mammifère ayant jamais existé. Mais pourquoi certains animaux préhistoriques sont-ils devenus si énormes au départ? En réalité, la taille offre plusieurs avantages. Malgré tout ce que l'on sait sur l'extinction, elle protège des prédateurs et apporte un avantage dans la lutte pour la nourriture. Quand les herbivores prenaient de l'ampleur, les carnivores devaient suivre, sous peine d'être dépassés. L'environnement joue aussi un rôle fondamental. Les animaux à sang froid peuvent grandir davantage dans les régions chaudes afin de mieux dissiper la chaleur, tandis que les géants à sang chaud s'épanouissent dans les climats froids pour mieux conserver la leur. Un paléontologue a avancé que certains végétariens de taille démesurée avaient besoin d'un ventre énorme juste pour digérer les plantes ligneuses de leur époque, comme s'ils transportaient un bar à salade dans leur abdomen. Il faut aussi parler de l'oxygène. À l'époque, l'atmosphère terrestre en contenait bien plus qu'aujourd'hui. Et cela change tout, surtout pour les espèces dotées de systèmes respiratoires peu efficaces, comme les insectes. Ce surplus d'oxygène leur permettait de croître davantage et d'être plus actifs. Un véritable mode turbo offert par la nature.
Il convient également de mentionner les os, en particulier ceux qui étaient de plus légers. Nombre de dinosaures géants possédèrent des sacs aériens intégrés à leur squelette, à l'image des oiseaux actuels. Leurs os restaient solides sans devenir trop lourds, ce qui leur permettait d'atteindre une taille impressionnante sans s'effondrer sous leur propre poids. Ces sacs aériens servaient aussi au refroidissement, ce qui est vital quand on est littéralement une chaudière ambulante de muscles. À l'inverse, les mammifères modernes subissent les limites imposées par la gravité et la biologie. Des corps plus volumineux exigent un cœur plus robuste, des poumons puissants et une pression sanguine suffisante. Or, la terre ferme n'apporte que peu de soutien. C'est aussi ce qui explique pourquoi les baleines ont dépassé les dinosaures en taille. L'océan agit comme un système de soutien naturel. Grâce à la flottabilité, leur masse est portée, ce qui permet au rorqual bleu d'atteindre une masse impressionnante de 150 000 kg, sans finir aplati. Sur la terre ferme, une telle corpulence poserait de graves problèmes physiologiques. Ainsi, les anciens géants n'étaient nés pas de simples bizarreries de la nature, mais le fruit d'un équilibre précis entre air, nourriture, environnement et lois physiques travaillant de concert. Cette extinction fut certes une tragédie pour les paresseux géants, ces véritables ingénieurs de la nature, mais elle nous a sans doute évité de cohabiter avec des insectes de la taille de corbeaux, comme certains méganisoptères, ou encore des 1000 pattes de près d'1,80 m de long. Gloops! Sur ce, si vous le permettez, je vais aller rendre hommage aux paresseux modernes, lents, petits et heureusement incapables de remodeler la planète, ou de me provoquer des crises de panique entomologique.